Bonjour à tous, je suis Nicolas, Senior Product Manager chez Mailjet. Dans cette vidéo, je vais vous aider à configurer votre compte Mailjet et à prendre en main nos différentes fonctionnalités. On va commencer par créer un nouveau compte pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore créé leur compte. Je vais cliquer ici sur s'inscrire, mettre une adresse. Tac. Et normalement, je devrais recevoir. Alors, je vais d'abord remplir le formulaire. Jet. On va dire que je travaille dans la mode. Je suis déjà abonné à la newsletter. Je ne vais pas me réinscrire. On va enregistrer. Ici, j'ai le choix de choisir le compte sur lequel je veux créer mon compte, le plan sur lequel je veux créer mon compte, mais pour l'instant, on va simplement créer un compte gratuit. On va terminer la commande. Et j'ai reçu un email d'activation sur lequel je vais aller cliquer. Donc ceci, c'est pour vérifier que vous avez bien entré la bonne adresse mail, que c'est bien l'adresse mail avec laquelle vous voulez créer un compte pour ne pas avoir de soucis par la suite. Je vais maintenant rafraîchir cette page. Et j'ai le choix ici du rôle que je vais occuper dans mon compte Mailjet entre marketeur et développeur. Donc, si on souhaite intégrer Mailjet plutôt dans une application, que ce soit une application mobile ou une application web pour envoyer des emails automatisés, transactionnels, par exemple, à la suite d'une commande, on choisira plutôt développeur. Ça veut dire qu'on va faire une intégration plutôt programmatique et donc utiliser notre API. Ici, on va plutôt se pencher sur les fonctionnalités marketing, donc la gestion de contact, la gestion des campagnes, etc. Et donc, je vais cliquer sur marketeur. Ce choix va nous aider à vous guider pas à pas dans la mise en place de votre compte. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important. Et donc, ici, on voit que j'ai un guide de démarrage avec des étapes pour créer une campagne, pour ajouter un domaine, ce genre de choses. Mais ici, on va le faire ensemble, donc pas besoin forcément de suivre ce guide. Et la première chose que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est aller voir dans les paramètres les expéditeurs. Donc ici, sur cette page, on voit que j'ai un premier bloc qui est domaine et un deuxième bloc qui est adresse. Sous adresse, il y a mon adresse qui est validée avec laquelle je peux envoyer puisque je suis allé cliquer un lien dans l'email et donc j'ai montré à Mailjet que j'étais bien détenteur de cette adresse mail. Si je veux ajouter une adresse, c'est très simple, juste à faire ça. Je vais ajouter l'adresse mail. Il faudra juste que j'aille cliquer dans le lien que je vais recevoir sur l'adresse mail que j'ai entrée pour montrer encore une fois que je détiens cette adresse mail. On veut vraiment être sûr que tous les emails qui partent de chez Mailjet avec une adresse mail sont envoyés par les détenteurs de cette adresse mail pour éviter évidemment les spams ou ce genre de pratiques. Si on veut ajouter tout un domaine, on peut le faire. Si par exemple je voulais pouvoir envoyer un email avec n'importe quelle adresse sur le domaine mailjet.com, je pourrais ajouter mon domaine. J'aurais juste un petit fichier texte à héberger sur mon site mailjet.com pour montrer à Mailjet que je détiens bien le domaine. Et ensuite, par la suite, on pourra ajouter vraiment n'importe quelle adresse qui est sur ce domaine pour aller plus vite. Ici, je vais rester avec l'adresse mail que j'ai déjà et on va continuer comme ça. La deuxième chose que je voudrais montrer, c'est également en termes de paramétrage. On commence par ça, c'est pas le plus marrant, mais c'est vraiment important. C'est SPF DKIM. SPF DKIM, c'est vraiment des mesures de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que de manière programmatique, en informatique, c'est très facile d'envoyer un email avec n'importe quelle adresse, même une adresse qu'on ne connaît pas. Vraiment, un développeur qui a un petit peu de connaissances emailing peut faire ça. Donc c'est dangereux. Heureusement, il y a des mécanismes en place qui sont là, et donc c'est SPF DKIM. SPF DKIM, ça va permettre de vérifier pour par exemple Gmail ou Yahoo, lorsqu'ils vont recevoir un email qui vient de votre domaine, de vérifier que c'est bien vous qui l'avez envoyé. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder SPF et DKIM de l'email, ils vont regarder le SPF et DKIM qui sont paramétrés sur votre site, ils vont vérifier que ces deux-là coïncident bien, et s'ils coïncident bien, ils vont laisser passer l'email. Donc globalement, paramétrer SPF DKIM, c'est vraiment important pour montrer à toutes les boîtes de réception que c'est bien vous qui envoyez les emails et donc pour vous de ne pas finir en spam. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est pour éviter qu'un spammer puisse utiliser votre domaine et en fait, Gmail ne pourrait pas distinguer des emails qui viennent de vous ou de ce spammer. Donc, c'est vraiment important de le paramétrer. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit d'entrer des DNS. Donc, on a un certain nombre de guides pour, par exemple, OVH, One-and-One, GoDaddy, etc. Pour faire ce paramétrage, on ne va pas le faire tout de suite. Moi, c'est déjà fait de mon côté. Mais vraiment, j'insiste, c'est quelque chose à faire très rapidement lorsque vous créez votre compte.
Maintenant, en termes de paramétrage, une option qu'on a également, c'est le suivi des emails. Par défaut, Mailjet va suivre les ouvertures et les clics de vos emails pour vous donner un certain nombre de métriques, donc votre taux d'ouverture et votre taux de clic dans les emails. Donc, ils sont activés par défaut. Vous pouvez le désactiver si c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire, si vous ne voulez pas suivre les ouvertures ou les clics de vos emails et suivre vos utilisateurs. Quelque chose d'intéressant également, c'est ce qu'on appelle Analytics Tracking. Donc, ça va vous permettre d'ajouter automatiquement des liens tracking type UTM, donc ce qu'on utilise avec Google Analytics, pour suivre chaque lien, ce qui fait que vous retrouverez vraiment le trafic qui vient de vos campagnes email dans Google Analytics. Donc, c'est une fonctionnalité intéressante aussi à paramétrer pour avoir plus de visibilité dans la performance de vos campagnes. Allons-y, on va démarrer par la liste de contacts. On va créer une première liste de contacts. Donc, ici, je vais aller dans liste de contacts. On va voir ici que j'ai déjà une liste de contacts qui existe avec mon adresse mail. Donc, créez cette liste par avance pour que quand vous créez un compte, vous puissiez déjà vous envoyer une campagne si vous voulez et pas avoir à aller forcément créer une nouvelle liste. Mais ici, j'en ai une qui est prête, donc je vais le faire. Je vais cliquer sur créer une nouvelle liste. Et ici, je vais d'abord nommer ma liste. Donc ici, une première recommandation, c'est vraiment de minimiser le nombre de listes de contacts que vous allez avoir. Le but, ce n'est pas de recréer une liste de contacts à chaque fois que vous envoyez une campagne ou de recréer une liste de contacts même à chaque fois que vous allez à un événement. Le but, c'est plutôt, si possible, d'avoir une seule ou quelques listes et en fait d'ajouter des propriétés de contacts sur chacun de vos contacts qui vont vous permettre de segmenter cette liste. Ce qui fait que lorsqu'un utilisateur est dans cette liste, vous savez qu'il va recevoir vos emails. Et s'il se désinscrit, il sera désinscrit de tous vos emails. Donc, c'est vraiment une bonne pratique de minimiser le nombre de listes de contacts plutôt que d'en avoir un petit peu partout. Et en fait, on ne sait plus laquelle utiliser quand on va envoyer une campagne. Pour ajouter des contacts dans ma liste, je peux insérer manuellement, donc vraiment entrer une adresse ou la copier-coller si j'en ai une seule à ajouter, par exemple, ou seulement quelques-unes. Créer une liste vide pour l'utiliser plutôt via API ou importer un fichier CSV, par exemple, de contacts que j'aurais exporté, par exemple, de mon CRM ou d'une autre plateforme. Donc ici, je vais faire comme ça. Je vais cliquer ici pour apporter une liste. J'ai déjà une liste ici. Et cette liste, elle est très simple. Il y a une colonne email ici. Il y a une colonne prénom, une colonne nom de famille, ville, l'âge et un promo code dynamique que j'ai généré à l'avance avec un autre outil. Je vais importer cette liste. Et là, automatiquement, Mailjet va reconnaître les champs qu'il peut reconnaître. Et pour les autres, je vais devoir les attribuer moi-même. Donc, email, automatiquement, on a reconnu que c'était un email. Ici, j'ai le prénom. Alors, quand j'ai le compte en français, ça s'appelle prénom et pas first name. Donc, on n'a pas reconnu. Si je mets prénom, par contre, dans mon fichier CSV, ce sera automatiquement reconnu. Ici, j'ai le nom de famille que je n'ai pas dans Mailjet en tant que propriété de contact. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux créer une propriété à la volée. On va l'appeler nom de famille. C'est une chaîne de caractères. Je vais la créer. Je vais continuer également avec la ville que je ne dois pas avoir ici. Chaîne de caractères également. On va créer la propriété âge. Et ici, c'est un entier. Et enfin, le promo code. Donc, évidemment, là, je suis obligé de créer mes propriétés de contact puisqu'elles n'existent pas encore. Maintenant que je vais les avoir créées, je n'aurai pas besoin de les recréer à chaque fois que je vais refaire un upload de liste de contacts. Automatiquement, on réutilisera ces propriétés si vous les avez déjà créées préalablement. Je dois bien certifier que cette liste, c'est la mienne, que j'ai le consentement de mes destinataires pour leur envoyer des emails. On est vraiment très strict là-dessus chez Mailjet. On ne veut pas de spammer. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est vigile. Je peux également cocher cette petite case si je veux recevoir un email quand mon upload de liste est terminé. Ici, j'ai 100 contacts, donc ça va être très rapide, je n'ai pas besoin de le faire. Mais si j'ai par exemple 1 million de contacts, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Je ne veux pas forcément avoir à attendre sur l'interface que le téléchargement soit terminé. Donc, je peux recevoir un email pour revenir quand c'est fait. On va créer une liste. Et ici, du coup, ma liste est créée. Alors, je vais pouvoir retourner soit la liste de contacts, créer une campagne depuis cette liste, ou même accéder à la page de cette liste. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est plutôt aller créer un premier segment pour cette liste, puisque j'ai créé des propriétés de contact, et on va voir comment on peut utiliser ces propriétés de contact dans les segments. Je vais dans segmentation. Je vais créer un segment ici. Et on va créer, par exemple, on va chercher les destinataires de New York
et San Francisco. On va faire ça, par exemple, pour le moment. Et on va regarder ici, donc, dans les propriétés de contact. Donc, les premières choses que je peux utiliser dans mes segments, c'est l'engagement de mes destinataires. Par exemple, si je veux envoyer un email de suivi parce qu'un destinataire n'a pas ouvert une campagne ou un email de suivi parce que je sais qu'il a cliqué et qu'il est intéressé, c'est quelque chose que je peux faire ici avec ces 4 premiers choix pour vraiment réutiliser l'engagement de mes destinataires sur les campagnes précédentes que j'ai envoyées. Ici, ça va être plus simple. On va seulement regarder la ville. Et on va dire la ville, par exemple, est San Francisco ou la ville est New York. Et on va faire ça pour le moment. On va l'appliquer à ma liste marketing. On va calculer. Et on va voir que j'ai 10% de ma liste de contacts qui vérifie ces conditions. Si je veux aller plus loin, je peux ajouter donc ça, c'était une condition ou, je peux ajouter également une condition et. Donc, ça pourrait être par exemple l'engagement sur mes précédents emails dont je parlais. Évidemment, là, je n'ai pas encore envoyé d'email, donc je ne vais pas faire ça. Mais je pourrais faire, par exemple, je veux suivre mes. Je vais envoyer un email à mes destinataires qui ont un âge, par exemple, entre, je sais pas, on va dire 20 et 35. Je peux recalculer. Et mon segment va être automatiquement mis à jour. Pour l'instant, on va rester avec ça, avec la ville, j'aimais bien ça. Et on va créer le segment comme ceci. Donc, voilà. J'ai créé mon premier segment. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce segment? L'intérêt, ça va être d'aller l'utiliser dans mes campagnes. Donc, on va créer une première campagne. Alors, comme la liste de contacts ou le segment, la campagne a un nom de campagne, ce nom, il est vraiment seulement pour vous. Personne ne verra ce nom, à part les personnes qui ont accès à votre compte Mailjet si vous partagez avec des collègues, par exemple. Mais vos destinataires finaux ne verront jamais le nom de la campagne. Et on va lui donner un sujet. Donc, dans le sujet, quelque chose d'intéressant, c'est ici, on va insérer une variable. Et donc, je peux mettre un sujet qui va faire appel à une variable que j'ai utilisée, donc une propriété de contact avant. Donc, ça pourrait être une offre rien que pour vous. Et par exemple, je pourrais ajouter ici le prénom de la personne. Et automatiquement, on va ajouter la propriété de contact avec la syntaxe qui fonctionne bien pour que cette variable ici, prénom, soit remplacée lorsque l'email va être reçu par la personne. Il se peut que pour certains destinataires, je n'ai pas le prénom. Donc, ce que je peux faire ici, c'est entre les guillemets, ajouter une valeur qui va être remplacée lorsque je n'ai pas le prénom. Donc, ici, je peux dire par exemple cher client. Donc, si je n'ai pas le prénom de la personne, ça sera remplacé par une offre pour vous, cher client. Faisons ça, gardons simple. Maintenant, l'expéditeur. Donc, l'expéditeur, en termes de nom, je peux mettre n'importe qui. Donc, je peux mettre par exemple Nicolas de Jet. Et les adresses mail, je vais pouvoir choisir donc une adresse mail que j'ai vérifiée. Ici, on a vu tout à l'heure que j'avais vérifié que cette adresse email. Si j'en avais d'autres, je pourrais les choisir ici. Ou si j'avais validé tout un domaine, je pourrais ajouter n'importe quelle adresse sur ce domaine. On va garder ça. Et évidemment, on peut aussi personnaliser l'adresse de réponse. Donc, on recommande d'éviter les adresses de type no reply pour que les personnes ne répondent pas aux emails. C'est bien de pouvoir recevoir les réponses de ces destinataires. Donc ici, je pourrais mettre par exemple quelque chose comme si j'avais une adresse contact, je pourrais mettre contact@mailjet.com par exemple, et les réponses iraient là si je ne veux pas recevoir les réponses moi directement. La liste de contacts, on vient de la créer, donc on va la choisir tout de suite. Donc j'avais la première liste qui a été créée tout à l'heure, on va réutiliser ma liste marketing. On voit que j'ai bien 100 contacts, c'est les contacts que j'ai ajoutés. Mais je peux également choisir le segment que j'avais tout à l'heure. Et donc, si je calcule ici, pour vérifier que j'ai bien le bon nombre de contacts, j'ai bien 10 contacts, comme on avait tout à l'heure. J'avais 10% de mes 100 contacts. Donc, c'est bien ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, je vais envoyer à toute la liste pour le moment. Et donc, on va pouvoir créer notre première campagne. Donc, maintenant, le design. Alors ici, j'arrive dans les templates Mailjet. Donc, j'ai un certain nombre de templates que je peux utiliser pour démarrer si je ne veux pas démarrer de zéro. Si j'ai déjà mon code HTML, je peux l'importer, soit en fichier HTML, soit en fichier zip. C'est un format, par exemple, assez courant quand on travaille avec une agence. Ou alors coder en MGML. MGML, c'est un langage open source qu'on a lancé avec Mailjet. C'est maintenant le langage le plus utilisé pour créer des emails.
responsive. Donc, ça rend la création d'emails responsive qui marche bien dans tous les clients mail très facile, plutôt que de devoir faire tous les petits hacks soi-même en HTML. Et enfin, si j'ai des templates que j'ai déjà créés dans ma galerie, ils vont être disponibles ici. Aujourd'hui, je viens de créer mon compte, donc bien sûr, je n'ai pas de template encore, mais plus tard, je pourrai les utiliser ici. Démarrons d'un template proposé par Mailjet. J'aime bien celui-ci, par exemple. Et allons-y. Si finalement, je veux changer d'avis, je peux toujours changer de modèle. Par contre, notez bien que si vous travaillez sur votre campagne et que vous changez de modèle plus tard, vos changements seront perdus. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire plutôt au début. Et donc ici, on arrive sur ce qu'on appelle Passport, donc notre éditeur d'email. Et on voit un certain nombre de choses. Donc la première chose intéressante, c'est ce qu'on appelle les sections. Les sections, ça va être une ligne, comme ici. Vous avez une section de 2 colonnes, par exemple ici. Ici, j'ai une section d'une seule colonne. Et donc, on a le choix entre 1, 2, 3, 4 colonnes. Et si je veux choisir, par exemple, 3 colonnes, j'ai vraiment aussi beaucoup de flexibilité en termes d'espacement des colonnes. Je peux avoir, par exemple, 2 petites colonnes à gauche, une grande colonne à droite, une grande colonne au milieu, etc. Donc, ça donne vraiment beaucoup de flexibilité dans le design de vos emails. Ça, c'est la première chose, c'est les sections. Une fois que vous avez des sections, vous allez pouvoir glisser-déposer des blocs de contenu. Et donc, on va retrouver les blocs un petit peu usuels, texte, bouton, même un composant vidéo, un composant réseaux sociaux, par exemple. Et donc, c'est les composants qu'on va retrouver ici. Par exemple, ici, j'ai un bouton. Et après, pour chaque composant, vous allez vraiment avoir beaucoup de flexibilité en termes de design. Donc, par exemple, ici, j'ai un bouton arrondi. Si je voulais plutôt utiliser des boutons carrés, c'est très facile. C'est ce qu'on appelle ici le rayon. Je peux le passer à 0. Et maintenant, mon bouton est devenu carré. Ici, je vais le garder comme il était. Et donc ça, c'est pour les boutons. Si je regarde par exemple un bloc de texte, je vais aussi pouvoir modifier la police de caractère. Donc on a beaucoup de polices de caractère ici disponibles, mais on peut également ajouter une police de caractère depuis Google, donc ce qu'on appelle les Google Fonts. On va les lister ici. Je peux chercher une liste en particulier, une police en particulier, et lorsque j'en choisis une, je peux tester un peu pour voir avec mon wording ce que ça donne. Donc, hop, j'aime bien cette police. Je vais l'appliquer. Et maintenant, ma police va pouvoir être utilisable directement dans les blocs. Donc, si je fais ici, hop, maintenant, la police est bien appliquée sur mon texte. Un élément important à noter, cependant, c'est que les polices de caractère hébergées ne sont pas supportées dans tous les clients mail. Donc, par exemple, même Gmail ne supporte pas les Google Fonts. En revanche, Apple Mail ou iOS Mail va très bien les supporter. Donc, c'est un détail important à noter puisque vous pouvez voir certains de vos destinataires ne pas avoir la même police que d'autres. Et également, si vous avez votre propre police de caractère que vous avez créée ou qui est hébergée ailleurs que sur Google Fonts, vous pouvez également le faire. Il suffit simplement d'ajouter ici l'URL du lien vers lequel votre police est hébergée. Voilà en ce qui concerne les blocs de texte. Maintenant, on peut regarder un petit peu, par exemple, les images. Ici, j'ai une image de fond sur ma section. Et j'aime bien cette image, mais en fait, j'aimerais bien la changer par une qui est à moi. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Je peux cliquer sur « Changer », choisir une autre image. Si j'ai un lien externe vers l'image, je peux utiliser le lien directement. Ici, elle est sur mon ordinateur, donc je vais l'importer. Je vais choisir celle-ci, par exemple. Et je vais sauvegarder. Alors là, par contre, c'est dommage parce que c'est tout étiré. Forcément, j'ai dit que je voulais vraiment cette hauteur de section, mais mon image ne correspond pas vraiment au format. Ce que je peux faire, c'est très simple. C'est que, par exemple, je ne suis pas obligé d'étirer l'arrière-plan et tout de suite, c'est beaucoup mieux. Donc là encore, beaucoup de flexibilité en termes d'options. On ne va pas forcément tout couvrir aujourd'hui, mais je vous recommande vraiment de jouer un petit peu avec toutes les options. Vous allez sûrement découvrir des choses qui vous plaisent et qui correspondent bien avec ce que vous voulez faire. Ici, c'était une image de fond, donc on voit bien que j'ai du texte par-dessus mon image, par exemple. Mais ici, j'ai simplement une image. C'est aussi quelque chose que je peux modifier. Donc pour la modifier, je vais double-cliquer dessus. Je vais importer, par exemple, celle-ci. Hop, j'aime bien. Ici, on peut mettre un texte alternatif. C'est important pour, par exemple, les personnes malvoyantes qui ne vont pas forcément pouvoir voir correctement les images. Si vous mettez un texte alternatif et qu'ils utilisent une liseuse, la liseuse va pouvoir leur lire et décrire l'image que vous avez. Donc, si par exemple, c'est une image de produit, ça peut être assez important de proposer ce texte alternatif. Alors, par contre, on voit ici que ma section, maintenant, elle correspond pas vraiment avec… mon image ne correspond pas vraiment avec ma section, puisque ici, j'ai que des images carrées.
On voit bien que celle-là est rectangulaire. Pour autant, c'est très facile de modifier ça directement depuis notre éditeur d'email. Vous pouvez cliquer ici sur « Éditer l'image ». Vous allez avoir un certain nombre d'options pour redimensionner l'image ou même la couper. Donc ici, par exemple, on me propose directement le format carré, ce que je vais utiliser. Je vais enregistrer les modifications. Et voilà, l'image maintenant correspond bien avec le format que je voulais et donc va bien me proposer un design assez intéressant. D'autres options sont disponibles même sur les sections. Par exemple, si vous voulez modifier le comportement des colonnes en mobile, vous pouvez faire en sorte que les colonnes restent côte à côte, qu'elles s'empilent dans l'ordre inverse ou qu'elles s'empilent dans l'ordre normal, donc de gauche à droite. Qu'est-ce que ça veut dire s'empiler? C'est en fait tous les emails que vous allez créer dans Mailjet ou dans notre éditeur d'email Passport vont être responsifs par défaut. Donc, si je vais voir maintenant l'aperçu de mon email, on voit que effectivement les colonnes qui sont normalement côte à côte dans le design desktop sont bien les unes en dessous des autres en mobile. Et donc, c'est ce type de choses sur lesquelles j'ai vraiment le contrôle. Je peux choisir comment ces colonnes vont s'empiler en responsive. Autre chose, on a vu tout à l'heure qu'on avait créé des propriétés de contact, notamment le prénom. C'est des informations que je vais pouvoir utiliser dans le contenu de mon email. Donc, par exemple, si je veux utiliser le prénom de mon destinataire, encore une fois, on peut dire « Salut ». Ici, on peut cliquer « Variable ». Propriété de contact, on va lister toutes les propriétés de contact qui existent. On a bien le prénom de l'utilisateur comme tout à l'heure. On va insérer la variable. Et donc ici, comme tout à l'heure, la syntaxe est automatiquement ajoutée pour qu'elle soit remplacée dans le contenu de l'email pour chacun de mes destinataires. Et même chose que tout à l'heure, je peux mettre aussi une valeur par défaut si je n'ai pas le prénom de certains de mes destinataires. Également, ce qu'on peut faire, c'est que si par exemple, on a certaines sections qu'on veut montrer seulement à certains destinataires, on peut réutiliser ces propriétés de contact, non pas pour les insérer dans le contenu, mais vraiment pour décider quelle section afficher à ces utilisateurs. Donc ici, on voit toujours afficher cette section. Je peux cliquer sur « Ajouter une condition », montrer à tous les destinataires, ou alors montrer seulement aux destinataires qui appartiennent au segment suivant. Donc, je pourrais dire, par exemple, seulement aux destinataires de New York et San Francisco. Donc, dans un contexte de voyage, ça pourrait être intéressant, mais même, évidemment, si on sort de ce contexte de ville, on pourrait décider d'afficher une section seulement à nos utilisateurs qui sont sur un abonnement particulier ou qui sont premium, ce genre de choses. Et ça va vous éviter d'avoir à créer une campagne par cas, si je puis dire, et donc vraiment d'envoyer la même campagne à tout le monde, mais avec des sections que vous affichez à d'autres, à certains et pas à d'autres. Donc ça, c'est vraiment un outil très, très puissant qui peut vous permettre de vraiment gagner du temps dans votre stratégie marketing. En termes de boutons, on peut également ajouter des liens, évidemment. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais ajouter mon bouton ici. Hop, je peux l'ajouter. Et donc, on peut ajouter des boutons on peut ajouter des liens sur les boutons. On peut le faire également sur les images, par exemple ici. Donc, rien de très compliqué là-dessus. J'ai mentionné tout à l'heure le bloc de réseaux sociaux. Je vais vous le montrer rapidement. On va le mettre par exemple ici. Donc, par défaut, on a une dizaine de réseaux sociaux disponibles, Facebook, LinkedIn, etc. Si vous voyez un réseau social qui manque et que vous voudriez avoir dans votre email, vous pouvez même ajouter votre icône. Donc, il s'agit simplement d'ajouter une icône. On vous donne des guidelines, si je puis dire, sur le format à respecter pour avoir une belle icône. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser pour utiliser un réseau social qui ne serait pas là, par exemple. Et ensuite, pour chaque réseau social, vous pouvez paramétrer, si vous voulez afficher la version en ligne de votre campagne dans le réseau social. Donc, par exemple, si je choisis Facebook, lorsque les personnes vont cliquer sur Facebook, ça va partager la version en ligne de votre campagne sur leur mur. L'autre option, c'est d'inviter les gens à se rendre sur votre page Facebook. Et donc ici, vous pouvez mettre le lien vers votre page Facebook. Et si les personnes cliquent, elles seront simplement redirigées vers votre page Facebook. Donc les deux options sont disponibles. On va rester avec l'option par défaut. Donc très facile aussi. Vous pouvez également afficher le texte si vous voulez mettre un petit texte à côté de l'icône. Ici, on va garder comme ça. C'est très bien. Voilà pour les éléments particuliers. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas forcément pouvoir tout couvrir, mais je vous encourage vraiment à jouer avec chacun des blocs, voir un petit peu toutes les options disponibles via les barres d'outils. Et maintenant, quelque chose que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Donc ici, on voit que j'ai version A. Je vais pouvoir créer une nouvelle version à partir de cette version.
qui va s'appeler naturellement version B. Et ici, donc c'est vraiment une copie de ma version 1. On voit maintenant que j'ai mes deux versions. Je vais pouvoir faire des modifications. Donc, par exemple, on va faire la modification que j'avais fait tout à l'heure sur le bouton, puisque je voudrais tester en fait si les boutons carrés marchent mieux que les boutons ronds, disons, et je voudrais tester si appeler le client par son prénom marche mieux que simplement l'appeler par l'appeler chaque client. Donc évidemment, c'est un test vraiment pour cette démo. Mais l'idée maintenant, c'est que j'ai cette version B. Si je reviens sur la version A, vous allez voir que j'ai deux choses différentes. Donc ici, c'est ce que j'avais fait au départ. La version B, c'est ce que je viens de faire. Et ça va me permettre de tester différentes options sur ma liste de contacts et voir vraiment ce qui marche le mieux. Donc je vais revenir dans le récapitulatif de ma campagne. On voit que j'ai bien mes deux versions que je viens de créer. Et donc la version A avec le bouton arrondi, la version B avec le bouton carré. Et donc maintenant, je vais pas seulement pouvoir tester des choses liées vraiment au contenu de l'email, mais également des choses liées au reste, par exemple le sujet. Si je voulais faire ce test, est-ce que mon sujet marche mieux lorsque j'appelle mon destinataire par son prénom dans le sujet, c'est aussi quelque chose que je vais pouvoir faire. Et ainsi, je pourrais comparer les taux d'ouverture de ma version A et de ma version B. Je pourrais également tester, est-ce que ça marche vraiment de dire Nicolas de l'équipe Mailjet, ou en fait, peut-être que personne ne sait vraiment qui est Nicolas de l'équipe Mailjet. Alors, on va dire Mailjet, l'équipe Mailjet, par exemple. Donc, je vais pouvoir aussi tester ce qui marche mieux en termes d'expéditeur de mes envois sur mon taux d'ouverture. Le but, la recommandation, c'est de ne pas non plus tester trop de choses en même temps sur une seule version, parce qu'en fait, si la version B marche beaucoup mieux, je n'aurais pas vraiment moyen de savoir si c'est parce que j'avais un sujet différent, si c'est parce que j'ai un expéditeur différent, ou si c'était le contenu de l'email. Donc, le mieux, c'est quand même de limiter un minimum ce que vous testez. Par contre, vous pouvez faire jusqu'à 10 versions d'un coup. Donc, vous pouvez vraiment tester différentes choses sur la même campagne en limitant le nombre de choses que vous testez dans une seule version. Maintenant que j'ai ces deux versions, je vais pouvoir choisir comment ces versions sont testées. Donc pour ça, je vais dire, OK, j'ai deux versions à tester, ma version A et ma version B. Sur quel échantillon de ma liste de contacts je veux le tester? Donc ici, par défaut, on teste les deux versions sur 20%. Donc je vais envoyer la version A à 10%, donc à 10 contacts de ma liste, la version A à 10%, à 10 contacts de ma liste également. Et selon la version qui marche le mieux, je vais décider laquelle sera envoyée aux 80% restants. Donc soit la version A, soit la version B. Pour décider quelle est la version gagnante, je peux le faire automatiquement. Donc, par exemple, Mailjet va regarder le taux d'ouverture le plus élevé entre les deux versions après un certain temps que vous allez pouvoir définir vous-même au moment de l'envoi. Ou alors, regarder le taux de clic, regarder le taux de désabonnement le plus faible ou regarder le taux de spam le plus faible. Également, une option, c'est manuellement. Ça veut dire que vous allez revenir vous-même dans le compte Mailjet, regarder les deux versions, regarder les statistiques. Vous pourrez comparer directement les statistiques des deux versions et choisir quelle version envoyer au reste de la liste de contacts. Si vous voulez regarder, par exemple, si vous traquez également les conversions avec Google Analytics, vous pourriez voir qu'il y a une version qui marche mieux dans votre Google Analytics, vraiment en termes de conversion et d'achat. Donc, vous pourriez décider d'envoyer la version qui a le mieux marché aux 80% de la liste de contacts restants. Ici, on va laisser comme c'était. Et donc, après, je n'ai plus qu'à programmer ma campagne à l'avance ou l'envoyer immédiatement selon ce que je préfère. Voilà. Il y a également une fonctionnalité que j'ai oubliée, mais qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle les sections sauvegardées. Donc ici, par exemple, dans ma campagne, j'ai ce type de bloc que je vais réutiliser vraiment dans toutes mes campagnes. Je sais que je vais devoir tout le temps le refaire. Pour autant, je n'ai pas forcément envie de le recréer à chaque fois de zéro. Une fonctionnalité intéressante, c'est ici sur la droite, vous avez créé une section sauvegardée. Donc je vais créer ma section avec 2 colonnes. Je peux ajouter une description si par exemple je veux aider les autres personnes qui utilisent le compte à retrouver facilement cette section et à savoir à quoi elle sert. Je vais créer cette section, je vais sauvegarder. Et en fait, une fois que cette section est sauvegardée, vous allez pouvoir la réutiliser dans n'importe quel template ou n'importe quelle section très facilement sans avoir à la recréer depuis zéro. En accédant ici à section sauvegardée, vous allez la retrouver ici. Donc si vous en avez d'autres, vous pourrez la retrouver, vous pourrez faire une recherche. Quand vous commencez à en avoir beaucoup, ça peut être très utile. Je vais la prendre, la glisser, déposer. Et maintenant, ma section, elle est prête à être réutilisée. Et donc, je peux vraiment la réutiliser partout plutôt que de recréer les choses à partir de zéro. Ça peut vraiment vous permettre de gagner beaucoup de temps. Ici, on va la supprimer. J'en ai pas besoin. Et voilà pour ce qui est des campagnes. Maintenant, on va aller voir les statistiques. Donc, je vais me connecter
un autre compte, puisque dans ce compte, je n'ai pas forcément de statistiques encore. Forcément, je n'ai envoyé aucune campagne. Donc, simplement de patienter quelques secondes, le temps que je me connecte à un compte avec des statistiques. Hop. Et voilà, donc ici, une fois que vous allez envoyer une campagne, voilà les statistiques que vous allez retrouver. Donc ici, on a vraiment une page de résumé de statistiques. Et donc, on va retrouver alors, je vois que j'ai le compte en anglais, je vais le passer en français. Donc, dans les paramètres de compte, vous avez un certain nombre de langues. Ici, je pense que tout le monde va être plutôt intéressé par le français. Je vais le repasser en français. Et reprenons donc une campagne. Envoyer. Donc, on va retrouver ici les statistiques vraiment globales de la campagne. Donc, par exemple, le taux d'envoi, combien d'emails ont été envoyés au total, et parmi tous ces emails, combien sont vraiment arrivés dans la boîte de réception du destinataire. On peut avoir un certain nombre d'emails, par exemple, bloqués ici. Bloqué, une raison pour un email être bloqué, ça peut être que, par exemple, Mailjet sait qu'une adresse email n'existe pas, donc elle va faire ce qu'on appelle un hard bounce, ou une erreur permanente. Donc, une fois qu'on sait qu'une adresse email n'existe pas, on ne va pas continuer de lui envoyer, puisqu'on sait qu'à chaque fois, ça va donner une erreur permanente, ce qui peut vraiment impacter votre délivrabilité, votre réputation auprès des boîtes de réception. Et donc, on va automatiquement pré-bloquer ces adresses email pour éviter d'impacter plus négativement votre réputation. Donc, ça peut être une raison d'avoir un email bloqué. Les erreurs temporaires, ça va expliquer qu'on n'ait pas pu délivrer vraiment un email dans une boîte de réception, mais pour une raison temporaire. Donc, par exemple, l'adresse email, elle est pleine au moment où on a essayé de l'atteindre. Pour autant, le destinataire peut vider sa boîte de réception et l'email pourra arriver plus tard. Donc, dans ce genre de cas, on ne va pas bloquer les emails qui ont des erreurs temporaires. On va voir ensuite ici le taux d'ouverture. Donc, vraiment sur tous les emails qui sont arrivés dans la boîte de réception, combien ont été ouverts. En fonction de l'industrie, on dit que généralement autour de 20%, c'est plutôt un bon taux d'ouverture. Combien d'emails ont été cliqués? Pareil, ça va varier en fonction de l'industrie, mais quand on commence à avoir un taux autour de 3%, sur des emails marketing, c'est plutôt un bon taux. Combien de personnes se sont désabonnées et combien de personnes ont signalé mon email comme spam? On va retrouver également quels sont les principaux liens qui ont été cliqués dans mon email, donc vraiment voir dans la campagne ce qui a le mieux marché. Et on va retrouver quels sont les webmails les plus utilisés. Ici, c'est un compte de thèse, donc je n'ai pas de webmail à montrer, mais ici, on pourra retrouver par exemple Yahoo, Gmail, etc. Et ensuite, on va pouvoir télécharger le rapport si on veut, par exemple, regarder plus en détail dans Excel, ce genre de choses, ou réimporter des contacts en fonction de leur engagement. Mais ici, je peux également aller vraiment chercher plus loin dans mes statistiques, par exemple, les échecs d'envoi, comprendre qui n'a pas reçu mon email et comprendre pourquoi. Donc, par exemple, je vois ici que l'email n'a pas été délivré à cause d'une faute dans l'adresse email. Je vois ici que cette adresse email a été pré-bloquée. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, elle a eu un bounce, une erreur permanente plus tôt. Et donc, en fait, Mailjet a automatiquement pré-bloqué l'email. Donc, vous voyez, vous avez vraiment le détail ici des emails qui ne sont pas arrivés à destination. Vous auriez également les erreurs temporaires, donc avec des raisons, par exemple, boîte email pleine, les erreurs permanentes ou les erreurs de renvoi. Dans l'onglet Activité, vous allez pouvoir regarder vraiment la liste des contacts et pouvoir télécharger à chaque fois tous les contacts qui ont, par exemple, reçu l'email. Qu'ils l'aient ouvert, cliqué ou pas, ils seront ici dans les emails, dans l'onglet Délivré. Ensuite, si vous voulez regarder toutes les personnes qui ont ouvert, donc ça va inclure également les personnes qui ont cliqué dans l'email, vous pouvez également même chercher une adresse email. Si par exemple quelqu'un vous dit qu'il a pas reçu l'email ou ce genre de choses, c'est quelque chose que vous pouvez aller rechercher ici. Vous allez pouvoir regarder les personnes qui ont cliqué. Et si je vais après cliquer sur ce contact, je pourrai aller voir tout l'historique des campagnes qu'il a reçues, ses statistiques, etc. Et pareil pour les désabonnés et les spams. Donc à chaque fois, on peut télécharger ou on peut même, par exemple, ici, on peut réexporter les contacts qui ont reçu la campagne dans une autre liste si ça peut être utile.
Comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux essayer de minimiser le nombre de listes, mais ça peut être utile parfois. Donc, vous pouvez, par exemple, dire ceux qui ont signalé comme spam, vous pouvez automatiquement les ajouter à votre liste d'exclusion pour être sûr de ne jamais les recontacter. Dans l'onglet Liens, on va pouvoir aller vraiment chercher à analyser la performance de la campagne et chaque lien. Donc ici, j'ai un seul lien qui se trouve ici, mais si par exemple, vous avez plusieurs liens à différents endroits de la campagne et que vous voulez regarder comme une carte de chaleur des parties de votre campagne avec lesquelles les destinataires ont le plus interagi, vous allez retrouver ici, vraiment comme ici, un encadré autour de chaque lien et le pourcentage que représente ce lien par rapport à tous les liens qui ont été cliqués. Ce qui peut vous permettre d'analyser, par exemple, est-ce que ça marche mieux d'avoir le lien sur une image ou sur un bouton, par exemple, ou sur un texte. Et ici, vous allez retrouver toutes les URL, tous les liens de votre campagne et voir combien de fois ils ont été cliqués au total et combien de fois unique. Donc, unique, ça va être vraiment combien d'utilisateurs indépendants ont cliqué sur votre lien. Et total, si un utilisateur clique plusieurs fois sur le lien, on va cliquer à chaque fois, chaque clic dans total. Donc, le nombre total peut être plus grand que le nombre unique. Et enfin, la liste des clics. Donc ici, vous allez retrouver vraiment tous les clics exhaustifs de tous les contacts. Donc vous savez qui a cliqué et combien de temps après avoir reçu l'email, à partir de quel navigateur. Donc ici, c'est pareil, c'est un compte de test, donc j'ai navigateur par défaut. Mais ce que vous aurez plus vraisemblablement, ça va être par exemple Chrome sur macOS, ce genre d'informations pour savoir un petit peu quels sont les appareils que vos utilisateurs utilisent. On peut voir également la version mobile. Et comme on voyait au début également, le détail des webmails qu'on peut également télécharger. Ici, j'en ai pas, mais vous aurez ici tout le détail, Gmail, Yahoo, etc. Pour comprendre un petit peu quels sont les webmails les plus utilisés parmi votre audience, ce qui peut être utile pour optimiser le design de vos emails. Si vous voyez par exemple que vous avez une majorité de personnes qui utilisent un client mobile, ça peut être utile. Voilà pour les statistiques. On peut regarder également du côté de l'automatisation. Donc ici, sur automatisation, vous allez pouvoir voir les scénarios automatisés. Donc une campagne, ça va vraiment être une campagne qu'on va envoyer. Alors, je vais reprendre mon compte de tout à l'heure. Une campagne, ça va vraiment être un email donc plutôt promotionnel que vous allez envoyer à une liste de contacts à un instant T. Un scénario automatisé, ça va vous permettre de faire plutôt une série d'emails pour accompagner vos contacts lorsqu'ils font une certaine action. Donc, par exemple, lorsqu'ils créent un compte chez vous, vous allez pouvoir envoyer une série d'emails pour les accompagner à bien utiliser les bonnes fonctionnalités chez vous. Et donc, pour faire ça, c'est très facile. Vous avez le choix entre scénario de bienvenue, mise à jour de contact, date ou anniversaire. Donc, si je prends par exemple le scénario de bienvenue, je vais pouvoir, alors, on va l'appeler bienvenue, on va pouvoir choisir qui doit rentrer dans le scénario. Donc, par exemple, je peux dire que les contacts de ma liste marketing que j'ai créée tout à l'heure peuvent rentrer. Et je peux l'envoyer à tout, n'importe qui dans ma liste de contacts peut entrer dans ce scénario, ou alors je peux dire que seulement ceux qui vérifient un segment, donc par exemple tout à l'heure mes utilisateurs de New York et San Francisco, peuvent rentrer dans ce segment si je veux affiner le segment selon le scénario selon des propriétés de contact par exemple. Ici on va dire que n'importe qui peut rentrer dedans. Je vais enregistrer. Et à partir de là, on va dire que n'importe quel contact qui est ajouté à ma liste de contacts va pouvoir entrer dans le scénario et recevoir des emails. Donc, je vais ajouter un email. Je vais dire que quand quelqu'un rentre une liste de contacts, je veux l'envoyer immédiatement ou alors je veux l'envoyer un jour après. Quand il va créer un compte, je lui envoie déjà un email de confirmation de compte. Donc, je ne vais pas forcément lui envoyer tout de suite. Donc, je vais lui envoyer le lendemain. Et je vais pouvoir soit réutiliser un template d'automatisation si j'en ai, ou alors créer un nouveau modèle si j'en ai pas. Ici, j'en ai pas, donc on va créer un. On va retrouver passeport comme tout à l'heure. Je vais prendre un template simple. Sauvegarder. Et... On va sauvegarder. Donc ici, après un jour, il va recevoir cet email. Et je peux ajouter, etc., d'autres emails, par exemple un autre après 2 jours, un autre après 4 jours, pour vraiment faire une série d'emails qui vont permettre de mettre en avant, par exemple, certaines fonctionnalités. Je ne veux pas non plus lui pousser toutes mes fonctionnalités d'un coup parce que l'utilisateur va être débordé. Donc, je vais vraiment pouvoir le faire petit à petit avec une série d'emails. Donc, c'est ce qu'on appelle le scénario de bienvenue.
Un autre scénario qui peut être intéressant, ça peut être par exemple le scénario de propriété de contact. Donc, quand une propriété de contact est mise à jour. Donc, si par exemple vous stockez l'abonnement de votre utilisateur et que l'abonnement passe de gratuit à payant, vous pourriez faire une série d'emails qui va l'accompagner sur les nouvelles fonctionnalités auxquelles il a accès, puisque maintenant il est sur un abonnement payant. Et donc, ce genre vraiment de scénario pour le permettre d'onboarder sur votre produit vraiment facilement. On a un scénario de date qui va vous permettre de faire des relances, par exemple, avant Noël ou avant le Black Friday, à des périodes vraiment clés de l'année comme ça, plutôt que d'avoir à refaire une campagne à chaque fois, vous pouvez avoir vos scénarios qui sont prêts à partir à l'avance, donc vous pouvez vraiment vous préparer pour ça. Ou également le scénario anniversaire. On va le faire ici. On va dire que ce scénario, je peux l'envoyer seulement, comme tout à l'heure, à ma liste marketing, ou alors je peux dire que je peux l'envoyer en fait à tous mes contacts, puisqu'en fait, ce scénario, je vais envoyer à chaque anniversaire de mes contacts, je vais leur envoyer un promo code. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire facilement, et donc je vais l'envoyer à tous mes contacts plutôt que de le faire sur un segment ou à toute ma liste. Je vais enregistrer. Et donc, pour choisir de faire ce scénario d'anniversaire, j'ai besoin d'avoir vraiment la date d'anniversaire de mes contacts. Ici, vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai uploadé ma liste, je n'ai pas de date d'anniversaire. Donc, je ne vais pas pouvoir en utiliser. Donc, je vais en créer une à la volée. Voilà. Voilà, ma date d'anniversaire maintenant est créée. Je vais revenir dans mon scénario. Et donc maintenant, je peux choisir anniversaire comme date à laquelle le scénario d'automatisation doit être déclenché. Donc évidemment, ça va être différent pour chacun de mes contacts. Et ici, je peux ajouter un email, comme tout à l'heure. Donc je peux réutiliser le modèle d'automatisation que j'en avais un, puisque maintenant j'ai un modèle d'automatisation que j'ai créé. Mais ici, je vais en créer un nouveau et cette fois, je vais l'envoyer immédiatement dès que c'est son anniversaire. Je lui envoie. Ici, vous voyez que je retrouve le template que j'ai créé tout à l'heure, mais je n'ai pas envie de réutiliser celui-là. On va en utiliser un comme par exemple. On va utiliser par exemple celui-ci, anniversaire. Donc, je pourrais dire par exemple, joyeux anniversaire. Prénom. Je vais pas mettre de variable par défaut, j'ai toujours anniversaire. Et on pourrait dire ici, par exemple, on pourrait mettre par exemple ici le promo code de l'utilisateur, puisque j'ai uploadé tout à l'heure une liste de contacts avec un promo code par contact, et je pourrais dire à chaque fois que c'est l'anniversaire d'un contact, je lui envoie un promo code. On va l'ajouter avec la variable. Et ici, j'ai donc bien mon promo code qui est visible par l'utilisateur et qui peut être utilisé. Et je pourrais également l'utiliser ici, par exemple, si j'avais une URL avec un promo code pour que le promo code soit directement renseigné sur votre site lorsque la personne le suit. Je pourrais également utiliser ça. Alors, plutôt que de le taper, je vais utiliser ça. Donc, je peux le mettre également dans le lien de mon email. Ah, pardon, ça va me l'ajouter dans le bouton, en fait. Donc, je vais le mettre dans le lien de mon email. Il suffit simplement de taper la même syntaxe. C'est pas compliqué. Hop. Et donc maintenant, lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, il arrivera directement sur votre site avec le promo code dans l'URL et ça peut permettre de renseigner vraiment directement ce promo code plutôt qu'il ait à le renseigner lui-même dans son compte. On va aller ajouter ici un objet. Ça enregistre les paramètres de mon template. Je vais revenir à mon scénario d'automatisation. Et donc maintenant, je peux envoyer cet email automatiquement à tous mes contacts le jour de leur anniversaire avec un promo code pour eux, plutôt que d'avoir à mettre une mécanique compliquée en place. Ça va être géré directement pour moi.
Voilà pour les scénarios d'automatisation. Comme tout à l'heure avec l'email builder, je vous encourage vraiment à jouer un petit peu avec ces différents scénarios. Ça va prendre un petit peu de temps à mettre en place, mais une fois que c'est en place, vous n'avez plus rien à faire et ça peut vraiment vous permettre d'accompagner vos clients dans la mise en place de votre produit plus facilement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à démarrer avec Mailjet. À très vite.